Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, on va dire. Alors moi je dirais moi-même, le truc qui me fait le plus peur en fait c'est... Bah ouais, c'est tous les trucs que je peux imaginer. Par exemple, il y a moins de 3 minutes, je me suis fait peur, parce qu'on allait chercher les masques dans la voiture, et en fait, dans la porte d'entrée de la personne qui tient Slipknot Hangar, il y a un grand miroir, et du coup quand on arrive dans la pénombre et qu'on ouvre la porte, on voit quelqu'un à côté de nous, et en fait c'est nous. Mais il y a un laps de temps, on se dit merde, il y a quelqu'un. Voilà. Et Ce miroir est parfaitement bien placé en fait. Donc il y a un bon level design. Non mais c'est ça, c'est vraiment le... Je pense que les peurs les plus atroces que j'ai pu avoir, c'était... je me les suis créées moi-même en fait. Bah ça, enfin, c'est-à-dire que si on n'est pas là pour ressentir la peur, elle n'existe pas. De toute façon, c'est quelque chose qu'on se fabrique, comme c'est un sentiment. C'est forcément, il y a beaucoup de choses de nous-mêmes en fait dans nos peurs, de toute façon. Il y a toujours quelque chose de personnel, on est seul face à sa peur, quoi. Enfin voilà, moi je dirais moi-même. Après, je réfléchis. Les trucs justement comme Slender et tout ça, le screamer, on appelle ça le screamer. Enfin tout le concept du jumpscare, ça marche. Ça marche l'histoire d'une seconde en fait, alors je trouve pas ça très efficace. C'est pas de la peur, c'est un sursaut. Ouais, c'est de la surprise. Voilà, voilà, tu touches à un point intéressant qui serait de définir le concept de avoir peur et être terrorisé. Tu vois, la terreur et la peur, c'est pas le même truc. Je pense que les peurs les plus efficaces sont celles qui s'inscrivent sur de la durée, en fait, qui s'installent. Et c'est pour ça que je retombe un peu sur le... Le truc qui me fait le plus peur, c'est moi-même. Puisque du coup, on est sur ce concept d'installation de la peur tout au long d'une vie, quoi. Du coup, voilà, les apparitions qu'on peut avoir dans le noir quand on est enfant et qu'on a du mal à exorciser un peu plus tard. Enfin, les expériences personnelles font qu'on se crée un peu des chimères aussi. Voilà, on retombe vachement sur le truc de l'enfance, quoi. Oui. Mais, bah, la peur de l'inconnu, la peur du noir, en fait, ce sont les peurs de choses, de monstres qui n'existent pas, mais qu'on arrive à se fabriquer, à s'inventer. Bah, en fait, dans le film d'horreur, ouais, il y a beaucoup de trucs qu'on aime, en fait. On peut essayer de grouper ça par continent, quoi, parce que, enfin, je veux dire, il y a bien sûr sur le film, enfin, fait aux États-Unis, il y a des films qui sont quand même classés dans l'horreur, qu'on aime beaucoup, même si c'est plus souvent des films psychologiques. Je pense à Texas Chainsaw par exemple, qui est pour moi un film qui n'est pas forcément sur la peur, ni vraiment un vrai slasher. Mais là, on est sur de la terreur. On est sur de la terreur, justement. Ouais. C'est plus quelque chose. Il y a des choix de réalisation, des choix de scénario qui font que on ressort pas tout à fait pareil de ce film, quoi. C'est quelque chose qui est assez profond, assez personnel. Après, il y a des chefs-d'œuvre de la terreur, voire de l'angoisse. Enfin, aux États-Unis, il y avait. Enfin, j'allais dire Shining, c'est pas vraiment. Mais si, en fait, voilà. Enfin, moi, j'allais venir à Shining puisque c'est un film qui me terrorise beaucoup. Ouais. Notamment, enfin, après, voilà, je pense que on est sur de l'iconographie. Moi, les deux jumelles, par exemple, chaque fois qu'elles apparaissent à l'écran, elles me glacent le sang, vraiment, quoi. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu mets en avant là, c'est que on n'est pas à proprement parler sur du film d'horreur, justement. On est sur, c'est purement psychologique. Bah, c'est l'histoire d'un couple qui se déchire, Shining, hein, c'est. Ouais. Et je pensais aussi à ce type d'angoisse qui arrive à s'installer sur la durée, qu'on a plus dans du thriller à la les oiseaux, Ouais, ce que faisait Hitchcock. Hitchcock aussi avait son approche aussi de quelque chose qui ne se voulait pas comme horrifique, mais qui est quand même extrêmement éprouvant et angoissant. Psychose, c'est quand même une espèce de slasher en soi. Oui. Ouais. Mais est-ce que ça en emprunte forcément les codes Est-ce que ça les invente pas même? Ouais. Oui. Ouais. Parce que le premier slasher, chronologiquement, à ma connaissance, c'est Halloween. Ouais. Enfin bon, bref. Pour le... Enfin, ça c'est le côté occidental, quoi, de l'horreur, et en fait il y a aussi bien sûr en Asie, au Japon en particulier, quand même toute une culture aussi du cinéma d'horreur qui est extrêmement productive et qualitative.
On est énormément sur le fantôme. Le fantôme, parce qu'il y a en plus une tradition du fantôme au Japon, enfin une mythologie qui est extrêmement présente et que les gens connaissent aussi beaucoup là-bas. Mais il y a Hideo Nakata, il y a toutes ces séries de films, quoi, les Ring, les Grudge, les Ju-On, Mais qui font pas si peur que ça. En fait, je te rappelle que la dernière grosse frayeur qu'on avait eue tous les deux, c'était Rec. Ouais, Rec. Qui est un film espagnol. Parce qu'il y avait une façon d'opérer la mise en scène qui était extrêmement intelligente et qui était très proche du jeu vidéo d'ailleurs, parce qu'il y avait un système de progression en fait par étage. Et après, effectivement, le film qui nous avait fait peur avant Rec, c'était Darkwater. Oui. Ouais. Qu'on était allé voir au cinéma et on avait eu vraiment peur parce que. On allait le revoir et. Ouais. Parce qu'il y a ce côté mystérieux de. En fait, je crois qu'on est vachement basé sur le mystère, quoi. Oui. Mais en fait, c'est bien avec ces films. Ce sont des films qui font peur, de fait, mais ils se présentent comme étant un peu des films dont n'est pas le but premier, c'est-à-dire qu'ils se présentent avant tout comme une histoire qu'on raconte, en fait. C'est Darkwater, en fait, on n'essaie pas de faire peur au spectateur, on essaie de faire ressentir au spectateur les sentiments que subissent les personnages et donc de les mettre dans des conditions telles que, par exemple, il faut montrer aux spectateurs des images qui font peur pour faire comprendre aux gens la peur qu'a pu représenter psychologiquement ce qu'a subi notre personnage. Et c'est un degré au-dessus, en fait, c'est du méta-cinéma presque. Ouais, je suis d'accord. Après, pour répondre plus concrètement à la question, parce que c'est une étiquette film d'horreur, si je devais citer les films que j'adore, moi je suis un inconditionnel pur de Halloween. En fait, j'essaie de collectionner toutes les éditions DVD. Je vais en avoir 5 ou 6 différentes. Ça a l'étiquette film d'horreur, mais c'est pas un film qui fait peur en fait. Même si le côté masqué de Michael Myers fonctionne bien, mais bon, voilà. Je suis très fan du cinéma de Rob Zombie, et notamment sur le premier diptyque qu'il a fait. Voilà, Devil Reject, c'est un chef-d'œuvre, et c'est pas du tout un film d'horreur au final, quoi. C'est un espèce de road movie du côté des bad guys. Politique, etc. En fait, il y a toujours quelque chose en plus dans le film d'horreur. Que ça peut être dans les films de zombies, qui peuvent être très politiques. Dans le cinéma qui nous plaît, en tout cas. Dans le cinéma qui nous plaît, je veux dire, les films de Romero, ils sont extrêmement teintés de politique également, et ils ont une vision de la société qu'en fait à travers le zombie. Le zombie devient l'instrument en fait de ça. Et voilà, je crois que dans le cinéma d'horreur qu'on aime, il y a le divertissement et il y a le sens de lecture profond, en fait. Parce qu'un film qui se présenterait, en fait, dont on finirait par dire que ouais, c'est un film, il est bien, il nous a fait peur, ça serait pas suffisant, quoi, je pense, pour nous. Faut qu'on arrive à en retirer quelque chose de plus, quoi. Et en général, dans le bon cinéma, on y arrive. Après, peut-être qu'on est un peu comme ça aussi. Puisque par exemple, Rec, quand je l'avais vu tout seul. Et j'ai dit à Thomas, viens voir, il y a un film qui m'a vraiment fait peur. Donc du coup, je me suis refait peur avec lui. Et du coup, c'est un film, moi, qui m'a contenté parce que j'avais eu peur. Et après, effectivement, par-dessus ça, sur les mécanismes de mise en scène, j'ai vu autre chose. Peut-être qu'on est un petit peu aussi chiant et qu'on aime bien chercher ce qu'on a envie d'y voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on trouve, quoi. Oui. Voilà. Mais Rec, c'est un exemple intéressant parce que c'est... on a eu le jeu vidéo qui s'est servi du cinéma, et là ça marche aussi dans l'autre sens, quoi. Puis il y a tous les gimmicks qui vont bien, quoi. C'est du fan footage, il y a du zombie, c'est super à la mode, quoi. Ouais, puis c'est très très bien monté. Mais le film d'horreur du XXe siècle, en fait, je pense que le monstre le plus effrayant, c'est l'humain en lui-même, quoi. Mais voilà, quoi, c'est le tueur en série, c'est le pédophile, c'est le slasher, c'est l'introspection, c'est le non-dit, Blair Witch avait très très bien fonctionné avec moi aussi. Je crois que le fan footage marche très bien. C'est peut-être mon côté, j'aime les jeux vidéo aussi, il y a cette identification qui se fait immédiatement, en fait. Et du coup, voilà. Alors autant Cloverfield, j'ai trouvé que c'était une très belle mise en scène d'histoire d'amour, avec ces espèces de retours en arrière sur la caméra, avec les bouts de rush qui restaient de la version précédente, tout ça, c'est clairement ce qui m'a le plus intéressé. Tu vois, c'est marrant, parce que c'est un gros film de monstre, moi ce que je retiens, c'est que c'est une histoire d'amour, quoi. Et mais voilà, que ce soit Cannibal Holocaust ou ce genre de film, en plus Cannibal Holocaust, il y avait une vraie réflexion sur le format en lui-même. Mais Blair Witch, ça fonctionne trop bien. Voilà. Et c'est pareil, quoi, c'est encore un monstre dû à un mythe, on est sur l'imagination. Enfin, voilà, c'est. Oui, si je devais en rajouter un, vraiment, les Scream. Les Scream, superbe réflection sur le genre. C'est du méta, par contre, ça c'est complètement. C'est presque le tombeau du genre, enfin, c'est. Alors Scream 1 et Scream 4, quoi. Des tas de questionnements complètement fous. Voilà, je pourrais en parler des heures, donc je vais pas m'attarder dessus, mais
C'est du cinéma sur le cinéma, quoi. C'est de l'analyse filmique à travers un film. C'est ce que Tarantino a fait avec le film d'action, c'est la même chose qu'a été fait avec Scream. C'est plein. Effrayer quelqu'un. En fait, il y a effrayer quelqu'un, voilà. Il y a effrayer le plus grand nombre. Parce que effrayer quelqu'un, si je voulais effrayer Thomas, peut-être que je ferais quelque chose qui, je sais, dont il aura peur. Mais c'est effrayer le plus grand nombre qui est très très difficile. Ouais. Et tu vois, justement, c'est la grande force des creepypasta. C'est que ça fonctionne super bien. Enfin, je fais référence par rapport à la vidéo maudite de YouTube, où c'est juste la tête d'un mec fixe avec un espèce de calque dégueulasse rouge par-dessus. Truc pourri, et ça fonctionne super bien, t'es ouais. trop captivé, tout est la merde, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. En fait, ouais, effrayer une personne c'est une chose, mais effrayer beaucoup de monde, comme on le fait maintenant avec la mode des creepypasta. Oui, voilà, comment on s'y prendrait? Alors, je sais pas du tout, parce que, en fait, étant moi-même cinéaste, amateur, je me suis jamais tenté, enfin, essayé plutôt, au genre horreur, parce que c'est peut-être un genre que je respecte trop et que j'ai peur de me planter, et du coup, je suis jamais complètement satisfait des idées que je peux avoir. Mais je remarque que ce qui est génial dans les creepypasta, et c'est ce qui fonctionne très bien aussi dans le cinéma d'horreur qu'on aime, au final, c'est qu'il n'y a pas une surenchère, on est sur quelque chose de très simple. Voilà, par exemple cette fameuse vidéo là, je vais pas te dire le nom parce que c'est un nom super compliqué. Extrêmement simple, c'est une photo avec un effet, un son sur 40 secondes et ouais. Sur Fantastic Hey, pareil, on est sur quelque chose de simple. Mais ouais, c'est tout bête parce que effectivement il y a un être cybernétique entre guillemets. Mais au-delà de ça, la réalisation est extrêmement simple. T'as l'impression que c'est filmé avec une caméra DV, un petit truc. Justement, voilà. Moi je dirais même, plus c'est simple, plus tu vois, c'est filmé de façon amateur. Je vais pas dire amateur, ouais, plus ça a l'air vrai en fait. C'est ça. C'est ça, et c'est la même chose. Enfin, je veux dire, quand tu as maintenant, si tu avais au cinéma des jolis panoramiques avec des images extrêmement fluides, et ben d'un coup ça a l'air vachement moins cinématographique, ça fait plus vidéo parce qu'en vidéo on tourne avec vachement plus de FPS. Enfin, plus tu vas vers un truc simple, plus tu vas vers un truc efficace, quoi. Je voulais faire un truc pour effrayer le plus grand nombre. J'inventerai une légende urbaine peut-être à partir d'une vidéo. Comme j'aime bien le fun footage, peut-être que je ferai ça. Tu vois un peu ce qui s'est fait aussi. Tu les as vus comme moi, les Grave Encounter, voilà. Par exemple, le premier est très très efficace parce qu'en plus c'est un métafilm, parce qu'il se moque lui-même du genre en essayant un peu de le transcender. C'est pas non plus ce qui fait la réussite du film, mais bon voilà. Mais oui, Blair Witch, je reviens à Blair Witch, c'est parce que c'est génial, c'est une légende urbaine sur un truc avec une sorcière qui punissait les enfants, les envoyant quoi, machin, et ça fonctionne extrêmement bien parce que du coup les personnages y croient et ainsi de suite, blabla, et toi t'es emmené là-dedans, et c'est extrêmement simple, c'est filmé avec 2 caméras, à la limite il y en aurait même besoin que d'une, quoi, oui c'est ça, mais ouais, je pense que voilà, ce phénomène d'internet, de YouTube, de creepypasta, il y a cette espèce d'engouement aussi, parce que les gens me se font peur en fait. C'est des histoires au coin du feu, mais de notre génération, quoi, tout simplement, et qui se basent sur notre culture telle qu'on l'a, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des creepypasta qui partent de jeux vidéo, prétendument maudits ou trouvés dans un vide-grenier pourri. Parce que ça, c'est ce qui parle au plus grand nombre aujourd'hui. De l'Avanville ou de Ben, etc. Ça parle au plus grand nombre, ça parle aux gens qui sont sur Internet et qui les lisent. Et qui ont eu, enfin notre génération, qui ont eu des consoles, des vieilles NES, etc., qui avaient des jeux qui glitchaient, enfin, ça a un côté que tout le monde connaît et qui est un peu effrayant. Il y a toujours de l'inattendu là-dedans, quoi. Il faut toujours un peu de familier et un peu de. Exactement. Il faut briser ce qui est familier. C'est la définition du fantastique. La définition du fantastique, pour moi, c'est un référent réel et qui incorpore un élément incompréhensible. Voilà. Quelque chose de magique ou d'effrayant, voilà quoi. Et du coup, c'est complètement ça. Pour moi, le phénomène de peur que provoque le creepypasta. On est sur un référent réel. Quand tu prends les franchises, c'est les Simpsons, c'est Mickey Mouse, c'est Bob l'éponge, c'est Pokémon, voilà. Enfin, ils vont pas te faire un truc sur un truc obscur, tu vois, voilà. C'est des trucs que tout le monde connaît. Et ils rajoutent un élément qui ne va pas là-dedans, qui crée un dysfonctionnement. En fait, d'abord, il y a les sons, il y a la façon dont on les met en scène. C'est-à-dire que juste une bande son en soi, c'est à peine suffisant. On en a un peu parlé, on va beaucoup en parler sur l'épisode du mois de septembre, leur série, sur le son. Ouais. On va en parler énormément sur Silent Hill aussi, parce que c'est
bien sûr du sound design, mais aussi de la réalisation sonore. C'est-à-dire que Yamaoka, il fait les sons, mais il fait aussi l'endroit où on les entend, comment on les entend. C'est-à-dire que, par exemple, justement, pour parler de Silent Hill, il y a une technique du hors-champ qui est hyper aboutie, quoi. C'est-à-dire que on entend quelque chose qu'on va pas voir à l'écran, et qu'on ne verra jamais. En plus, il y a un truc... Et qu'on peut pas identifier. Il y a un truc qui est très intéressant dans Making of Silent Hill 2, c'est qu'en fait, il a un synthétiseur avec tous ses sons, et en fait, il joue de la musique. C'est hyper intéressant à voir. C'est-à-dire qu'il fait une compo vraiment avec je sais pas comment il a configuré. De rendre mélodique un peu le truc. Voilà, enfin, il travaille avec des pitchs comme ça. Et en fait, donc, de dire quel son serait effrayant, je veux dire, n'importe quel son, ça peut être effrayant, quoi. On peut prendre un bruit de goutte qui tombe dans de l'eau, comme ça, régulièrement, comme sur un lavabo qui fuit ou je ne sais quoi. Et on va l'entendre pendant 10 minutes, puis au bout d'un moment, ça va s'arrêter, il y aura le silence. Et le silence en soi, il va déjà être super effrayant. Oui, ça va être l'immense vide. Voilà. Et on va tout de suite dire, il manque quelque chose, quoi. Ouais. Après, voilà, moi je vais revenir sur le hors-champ. Alors c'est marrant parce que du coup, quel type de sons font peur? Ceux qui ne sont pas à l'image. C'est un peu con, mais voilà. C'est-à-dire qu'un son pas expliqué, il est déjà effrayant, quoi. Entendre quelque chose, entendre une voix humaine ou quoi que ce soit derrière une porte, si on sait qu'on peut pas ouvrir la porte, c'est déjà quelque chose de... Enfin, c'est le début de quelque chose, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que ça installe un climat d'angoisse. Du coup, c'est pas de la peur, c'est de l'angoisse. Par exemple, mettons là, on est en pleine interview et tout d'un coup, on entend une femme dehors, par exemple, en train de crier. Et des bruits, je sais pas, ce genre de trucs. Je dirais même pas une femme en train de crier, quoi. Un bruit qu'on n'arrive pas à identifier. Un bruit. Mais moi, enfin voilà, après, toi, t'es sur le truc peut-être un peu plus fantastique. Moi, j'étais sur une situation hyper concrète. Genre, par exemple, sur une fille qui s'engueule avec son mec, mettons. On va immédiatement tendre l'oreille et s'installer dans un climat d'angoisse ou d'attente, en disant si ça va trop loin, il faut que j'intervienne. Est-ce que je dois intervenir? Et ainsi de suite. Et en fait, voilà, pour moi, c'est lié à la peur, ça, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à identifier le truc. Est-ce qu'on a vraiment envie d'identifier? Et voilà, mais en fait, on tombe sur la peur de l'inconnu. Et c'est ce son qui n'est pas présent à l'image, qui est donc quelque chose d'inconnu, qu'on est obligé de fantasmer ou de projeter pour essayer de savoir. De toute façon, c'est quelque chose, une fois de plus, je vais en reparler sur l'épisode sur le son, c'est que notre organe principal pour écouter les sons, c'est pas nos oreilles, en fait, c'est notre cerveau. Nos oreilles nous donnent un tout petit peu d'informations et notre cerveau reconstruit 90% du reste, quoi, en fait. Donc forcément, il y a énormément de perceptions qui sont fausses, qui sont fabriquées, qu'on s'invente nous-mêmes. Et de la même façon qu'il y a des gens qui voient sur leur toast apparaître la tête de Jésus, et en fait sur certains bruits on va entendre de la voix humaine, on va se fabriquer nous-mêmes les paroles en fait qu'on entend. On va en fabriquer quelque chose qui va correspondre à l'ambiance qu'on attend. Si on est dans un état d'esprit qui est propice un peu à la peur, et n'importe quel son qu'on entendra qui ne sera pas identifié va nous terroriser, quoi. Après, quelque chose qui n'a pas sa place, c'est encore une technique utilisée dans la franchise Silent Hill. Le symbole pour un Silent Hill, c'est le fauteuil roulant renversé, dont la roue tourne toute seule, oui. À un endroit qui n'a absolument pas, n'a absolument pas lieu d'être. Voilà. Et là, c'est pareil, quoi. On se place dans un contexte, on est dans une maison, tout est très bien isolé, machin. Tout d'un coup, il y a un gros bruit de ferraille, ou je sais pas, un truc qui a rien à voir avec l'ambiance de la pièce. On va immédiatement... Et en fait, oui, la peur, ça relève surtout de la curiosité. C'est une curiosité malsaine, effectivement. Et du coup, il faut absolument l'identifier. Puisqu'en fait, je pense que l'humain n'arrive pas du tout à accepter le fait de ne pas savoir et de ne pas comprendre. Et en même temps, c'est son pire défaut. Puisque du coup, c'est ce qui crée cette peur. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui crée cette angoisse à l'idée de ne pas savoir ce que c'est. Donc ouais, juste un chat qui miaule, si c'est pas cohérent, ça peut être assez terrible, quoi. Et le silence aussi. Je reviens dessus. Ouais, toujours, c'est la grande citation de Yamaoka, le silence est aussi un son, effectivement. C'est un choix aussi, et pas juste à titre de contraste, quoi. C'est un outil qu'il faut utiliser parmi tous les autres, quoi. Alors du coup, dans les sons qui ne font absolument pas peur, pour reprendre ta question et la détourner, il faut arrêter les cris de bébé, les bruits d'orage. En fait, ça c'est bien quand c'est fait intelligemment. On aura l'occasion d'en parler sur un épisode sur Gone Home, où il y a cet orage qui est omniprésent derrière, avec la pluie qui tombe et tout ça. Et du coup, ça crée plus un cocon à l'intérieur de la maison dans laquelle on est, qu'un inconfort, en fait. Et du coup, c'est utilisé très intelligemment. En fait, ça marchait très très bien dans les années 50. Dans le vieux cinéma, il y avait toujours
le gros coup de foudre d'un coup, le bruit de tonnerre. Enfin, c'est voilà, mais en fait, je crois que c'est des poncifs. Ça faisait sursauter les gens dont dans les salles. oui, c'est ça, mais on s'est totalement affranchi de ça. Ouais. Et alors, du coup, c'est pareil, voilà, suspendre des poupons ou mettre des bruits de bébé en fond, ça ne fonctionne plus du tout, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des sons qui faisaient peur et qui sont complètement usé, passés de mode. Ouais, ça a été usé, en fait, c'est ça. Quelqu'un de très talentueux va réussir à les remettre au bout du jour, parce qu'une fois de plus, c'est qu'un son, c'est ce qu'on en fait qui est important, quoi. Et tu vois, je reprends. C'est son côté incongru, quoi. Pour finir, je reprends ce que tu disais sur Among the Sleep, qui est un jeu que j'ai fait en même temps que tu l'as fait et que je n'ai pas du tout aimé aussi. Et j'ai pas eu l'occasion de le faire partager à Thomas encore, mais ça va venir très prochainement. Qui est l'utilisation sonore la plus lamentable que j'ai entendue de ces dernières années sur une production comme ça. C'est-à-dire que les mecs se sont dit, on va accumuler du son pour créer de l'angoisse. Ah. Et alors du coup, t'as des trucs qui sont totalement incohérents, puis t'as un son par-dessus un autre, qui par-dessus un autre, qui part... Tu sais, pour pas boucler en fait. Et c'est extrêmement mal utilisé, c'est cacophonique, et alors ça me fait absolument pas peur. En fait, ça rend nerveux. Mais nerveux dans le sens, j'ai envie de taper sur un truc. J'en ai marre. Oui, c'est ça. C'est pas, je suis nerveux, qu'est-ce qui se passe, mon cœur a des palpitations. C'est plutôt genre, je suis nerveux, c'est bon, j'arrête, ça me saoule, quoi. Voilà, pour conclure sur le son, je pense que oui, il faut avoir une utilisation intelligente du son, et pas se dire, tiens, ce son-là, il fait peur. Antonioni ou quelque chose comme ça avait dit, si à un bout d'un moment, il y a un personnage qui ouvre un tiroir et qui a un revolver dedans, avant la fin du film, il faut que le revolver, il est tiré. C'est une obligation. Et je crois qu'on a ce même besoin. On a vu le revolver, on veut le voir tirer. Et ben, si on a entendu quelque chose, on veut savoir ce que c'est. Et c'est la frustration aussi de pas savoir qui est la plus forte, en fait. C'est cette curiosité, quoi, toujours. Donc en gros, il n'y a pas de bon son pour faire peur. Je suis pas sûr qu'il y en ait de mauvais, en fait. Après, bon, il y a aussi d'autres artifices psychoacoustiques dont on peut user qui vont faire réagir l'oreille, le cerveau de façon un peu particulière. Ouais, là par contre on est sur de la pure technique. Voilà, on parle des infrabasses qu'on a dans les cinémas, on parle de certains trucs qui passent en opposition de phase, qui peuvent vraiment mettre les gens très très mal à l'aise. Il y a des gens qui les supportent pas. Du vomissement même. Ouais. Oui, voilà, enfin c'est. Mais là on parle presque d'un truc physique. C'est un outil aussi. C'est pas le seul. Alors là c'est assez intéressant. La position dans laquelle on est actuellement. C'est-à-dire qu'on est très loin de chez nous, dans un endroit qu'on ne connaît absolument pas. Donc je pense que Thomas et moi on est un peu pareil, on faisait ça quand on habitait en colocation, parce qu'on habité en colocation tous les deux. C'est-à-dire qu'à des moments en fait on faisait des parcours totalement aléatoires, et on se perdait. Ouais. Et en fait c'était cool. Ouais, c'était bien, mais du coup on essayait de s'imprégner des endroits, des ambiances, des odeurs, des sons. Et il y avait un peu des univers qui nous apparaissaient. Moi je retourne voir les caniches. Des formes de ça suffit. Des formes de quartiers, des. Enfin, voilà quoi, en fait, ouais, je pense que si là on avait envie de se faire peur, en plus ça a l'air assez boisé dans le coin, on aurait tendance à aller prendre une lampe torche et se balader là. En plus il pleuviote un peu, il y a des bruits partout sur les feuilles avec les gouttes qui tombent et tout. Voilà. C'était ce qu'on faisait pour nos Halloween aussi, s'organiser des jeux de piste comme ça dans les forêts pour nos potes et c'était cool. Et nos potes se faisaient plus peur entre eux ou eux-mêmes qu'avec le scénario qu'on avait concocté. Ça fonctionnait bien. Voilà, donc en fait, ouais, je pense qu'on n'utiliserait pas une forme de média, je pense qu'on revient de façon à ce qu'on disait au tout départ. Enfin, en tout cas, moi, quand t'as demandé ce qui nous faisait le plus peur, je te disais c'est moi. Enfin, c'est moi qui me fait peur, et quelque part, je crois qu'on est complètement là-dedans. J'ai pas besoin d'utiliser une forme de médium pour me faire peur, je pense qu'en fait, y a rien de plus terrifiant que la vraie vie au final. Oui, tout à fait. Enfin, se balader dans une forêt la nuit, c'est une expérience qui est vachement viscérale, quoi. C'est complet, quoi. On a les odeurs, on a tout qui participe en fait à un sentiment de bon, là, je suis peut-être en train de me perdre, peut-être pas. Et après, tu peux ajouter, quand tu es assez aficionados de la peur et du cinéma et ainsi de suite, tu as toujours quand même ce côté, même si il est petit, mais tu peux le forcer toi si tu as envie, de te dire tiens, je me balade seul la nuit dans les bois, est-ce que je suis bien le seul à avoir eu cette idée à ce moment-là? Voilà. Et là d'un coup tu pars complètement dans des trucs genre ah oui mais s'il y a quelqu'un d'autre, quelles sont ses intentions, est-ce que machin, enfin, tu vois, voilà, et du coup t'es pas sûr de rentrer chez toi en fait, c'est ça l'idée, parce que tu peux te paumer, parce que tu peux faire une mauvaise rencontre, parce que pour plein de raisons, voilà. Si un jeu c'est sympa, c'est ce qui se rapproche le plus de l'expérience de vivre. Ouais. Il y a cette interactivité. Oui. Ouais, il y a plus d'implication quand même. Parce que franchement, des films, on dit que des films nous font peur. Oui et non. On les relativise très vite. On les relativise très très vite. Ouais. Enfin, je veux dire, on reconnaît que les mécanismes aptes à créer la peur sont efficaces sur ces films et on les aime beaucoup. Mais est-ce que vraiment on a peur?
devant. Non. Si, on a Enfin, peur, le temps du film. Le temps du film, on rentre un peu dedans, quoi, mais en fait, c'est très facile d'en sortir. C'est très très facile d'en sortir. Le jeu vidéo, on peut très bien arrêter l'expérience en se disant non. Enfin là, tu vois, c'est. Je veux plus maintenant, quoi. Tu Ouais. vois. Mais ça veut dire que quelque part, il aura atteint son but. S'il est bien fait, hein, parce que tu peux très bien arrêter. Oui, parce qu'aussi on peut arrêter parce que. Parce qu'on en a marre. Ouais. Non. Mais voilà, si c'est un bon possible jeu. aussi. Enfin, je sais que voilà, la série des Project Zero, Forbidden Siren ou les Silent Hill, c'est rare que je les fasse en une fois. Parce qu'au bout d'un moment, je me dis, c'est bon, j'ai eu ma dose. Quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ça peut faire partie des mécanismes, on n'a pas du tout exploré cette chose-là, le choix des points de sauvegarde en fait. C'est-à-dire que dans le Silent Hill, je pense aux deux, il y a parfois, je crois, au moins un ou deux passages qui sont extrêmement longs, extrêmement éprouvants, et le choix est fait très clairement de ne pas nous fournir de points de sauvegarde. Pour nous dire, bon bah tu l'as commencé le truc, tu vas jusqu'au bout quoi. Pour vraiment, parce qu'on s'étale encore, jeux vidéo parce que implication personnelle, et parce que c'est ce qui rejoint le plus une vraie expérience au final avec une implication. Et puis un film, on sait toujours, si on l'a déjà vu, on sait comment ça finit, ça sera toujours le même film. Le jeu vidéo, et ben justement parce qu'on met quelque chose de personnel, qu'on y rejoue pour une deuxième ou une troisième fois, il va peut-être se passer des trucs différemment. Il y a ce côté. Il y a une marge d'erreur, il y a une marge d'erreur, il y a une marge d'erreur, il y a parfois de l'aléatoire, il y a. C'est jamais deux fois la même chose quoi, donc.